La prise d'El Fasher résulte d'une guerre fratricide entre deux hommes qui se disputent le Soudan. L'ancien chamelier Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, et le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête de l'armée soudanaise. Il faut bien comprendre que cette guerre, c'est pas seulement une guerre entre deux généraux, c'est aussi une guerre qui va opposer des groupes sociaux. Des massacres de masse sont en cours à El Fasher. Depuis la prise de la ville par les FSR, le laboratoire de recherche humanitaire de Yale aux États-Unis travaille sur des analyses satellites. Elles permettent, selon ces chercheurs, de montrer des exactions en nombre démesuré. Il y a 1 an et demi maintenant, on parlait déjà de 150 000 morts avant les massacres à El Fasher. 3 ans de guerre et de souffrance pour les populations noires minoritaires du Darfour. 3 ans d'exil insupportable pour des centaines de milliers de civils entassés dans des camps de fortune. Depuis 2003, la guerre, la sécheresse et les maladies ont tué 300 000 civils dans le Sud-Soudan. 2,5 millions de personnes sont déplacées. Les histoires individuelles ou familiales des personnes, que ce soit des combattants ou des non-combattants, sont extrêmement marquées par ce conflit au Darfour, par les violences communautaires, mais par l'histoire du déplacement, par la perte de la terre. Clément Deshaies, je suis chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et je suis rattaché au laboratoire Prodigue, qui est au campus Condorcet. Au Soudan, il y a une guerre qui a démarré depuis le 15 avril 2023, qui oppose deux forces armées plus ou moins régulières. Donc d'un côté, les forces armées soudanaises, qui est l'armée régulière historique, et de l'autre côté, il y a les forces de soutien rapide, donc les FSR, qui sont commandées par le général Hemeti, et qui sont des forces armées régulières aussi, mais qui sont issues à la base de milices de la guerre du Darfour, donc ont été utilisées dans la contre-insurrection au Darfour en 2003-2006, et qui ont été progressivement institutionnalisées. Et donc cette guerre, elle oppose ces deux forces armées au lendemain de la révolution, puisqu'il y a eu une révolution au Soudan en 2019, et donc ces deux forces s'opposent pour le contrôle du pays depuis 2023. Il faut bien comprendre que cette guerre, c'est pas seulement une guerre entre deux généraux, c'est aussi une guerre qui est un petit peu plus complexe, qui va opposer des groupes sociaux, puisque l'armée soudanaise recrute essentiellement dans ses officiers, historiquement, des gens qui sont issus de la vallée du Nil du pays, et des classes supérieures de la vallée du Nil, donc pas seulement en termes de communauté ou de groupe ethnique, mais bien en termes de classe sociale, et deuxièmement, une milice ou un groupe paramilitaire qui s'est autonomisé, donc les forces de soutien rapide, qui, eux, recrutent essentiellement dans les groupes arabes de l'ouest du pays, qui sont historiquement aussi marginalisés. Et donc cette guerre, elle a pris une forme extrêmement violente dès le début, puisque les deux forces armées sont très bien équipées, ils ont beaucoup de matériel et ont beaucoup d'hommes, puisqu'on estime qu'il y avait environ 100 000 hommes de chaque côté au début de la guerre. Cette guerre, elle est également marquée par quelque chose de très fort, c'est que des deux côtés, les deux forces armées ciblent les civils, et les civils sont des cibles légitimes dans ce conflit. Alors par contre, il faut faire attention, parce que ces deux forces armées ne sont pas non plus à mettre avec un trait d'égalité entre elles. C'est-à-dire que d'un côté, l'armée utilise la répression, peut bombarder des zones civiles, fait des exécutions sommaires, mais de l'autre côté, les FSR ont un niveau de violence qui est beaucoup plus élevé, avec ce qu'on peut décrire comme des nettoyages ethniques, notamment au Darfour. Donc il y a eu 2 nettoyages ethniques depuis 2023. Le premier dans la ville d'El Geneina contre la communauté des Massalites, donc c'était en mai et juin 2023, et il y a eu plus de 15 000 morts. Il y avait environ 500 000 Massalites dans la région, il y a eu 15 000 morts dans la ville d'El Geneina, et l'ensemble, ou quasiment l'ensemble de la communauté massalite a été poussé en dehors du pays, et ils sont maintenant essentiellement au Tchad. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de nettoyage ethnique, parce qu'il y a eu un ciblage de cette communauté de manière systématique pour libérer la terre pour les forces de soutien rapide. Et il y a eu un deuxième nettoyage ethnique, ou en tout cas une suspicion de nettoyage ethnique, parce que l'enquête est en cours, dans la prise de la ville d'El Fasher, qui est donc l'événement récent, donc fin octobre, après un siège de 18 mois. Les forces de soutien rapide ont pris la capitale historique du Darfour, qui est la ville d'El Fasher, et ils ont commis un certain nombre d'atrocités lorsqu'ils ont pris cette ville, avec un ciblage systématique des hommes, avec des massacres d'une certaine ampleur, et le viol systématique des femmes qui étaient dans la ville.
Le soutien de la population, d'un côté ou de l'autre, dépend de logiques historiques de long cours, c'est-à-dire que, d'un côté, les forces de soutien rapide ont une base sociale notamment dans l'ouest du pays, essentiellement dans les communautés arabes de l'ouest du pays, mais pas seulement, d'autres communautés marginalisées soutiennent aussi les FSR, les forces de soutien rapide, parce qu'elles ont l'impression que c'est le seul moyen pour remettre en cause la domination historique des populations issues du centre du pays sur l'ensemble du pays. Néanmoins, cette base sociale était probablement plus importante au début de la guerre, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui étaient hostiles à l'armée, puisque l'armée était l'héritière de l'Ancien Régime, donc avant la Révolution de 2019, et donc était associée à cet Ancien Régime-là. Et donc beaucoup de gens, y compris du centre du pays ou d'autres régions, voyaient plutôt d'un bon œil les forces de soutien rapide comme un acteur qui pouvait remettre en cause cette domination. Mais ces forces de soutien rapide ont commis tellement d'exactions dans les zones qu'ils ont contrôlées contre les populations civiles, avec des pratiques donc du viol, mais également du pillage, des enrôlements forcés, de la torture, des exécutions sommaires de populations civiles, qui se sont aliénées une grande partie de ce soutien qui pouvait exister au début. Et de l'autre côté, l'armée a, elle, capitalisé sur ce rejet des forces de soutien rapide. Alors d'un côté, elle incarne la continuité de l'État parce que c'est l'armée nationale qui existe depuis l'indépendance, parce qu'elle a occupé le pouvoir pendant 56 ans. Depuis l'indépendance, sur 70 ans d'indépendance, l'armée a occupé le pouvoir pendant 56 ans, ou a été associée au pouvoir pendant 56 ans. Donc l'armée a quasiment toujours eu le pouvoir et a l'impression de devoir conduire les affaires du pays. Et donc, du fait de cette guerre qui s'est enclenchée, une partie des populations s'est aussi ralliée à l'armée parce que c'est le moindre mal face aux forces de soutien rapide, face aux exactions des forces de soutien rapide. Et il y a toute une partie, notamment des révolutionnaires ou des populations qui ont pu soutenir la révolution soudanaise, qui soutiennent l'armée aujourd'hui, pas forcément parce qu'ils sont d'accord avec l'agenda politique de l'armée, mais plutôt parce qu'ils considère que l'armée est le moindre mal et qu'il faut d'abord se débarrasser des forces de soutien rapide et de la violence et de la brutalisation de la société qu'incarnent les forces de soutien rapide. Et il faut aussi ajouter que toute la population n'est pas forcément soutien de l'un ou de l'autre. Une grande partie de la population essaye aujourd'hui avant tout de survivre au Soudan. Les chiffres sont glaçants. Il y a 25 à 30 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire sur une population de 47 millions d'habitants. Il y a 14 millions de personnes qui ont été déplacées, 4 millions à l'extérieur du pays, 10 millions à l'intérieur du pays. Il y a eu beaucoup de morts, on parle de 150 000 morts. C'était des bilans faits par l'ONU en 2024, donc il y a plus d'un an, il y a 1 an et demi maintenant, on parlait déjà de 150 000 morts avant les massacres à El Fasher, avant un certain nombre de combats qui ont été très violents à Khartoum et dans la Gézira, et donc ce bilan, il s'est probablement alourdi de manière assez importante. Donc cette violence qui est très importante dans le conflit, le fait que les belligérants ciblent les civils, crée une polarisation dans les narratifs extrêmement forts. Et sur cela, vous allez avoir des entrepreneurs politiques, des entrepreneurs militaires et politiques, donc que ça soit d'un côté ou de l'autre, qui vont venir manipuler les identités et qui vont jouer sur les appartenances communautaires pour manipuler les identités et pour créer des narratifs racistes ou xénophobes envers certaines populations dans le conflit. Les RSF, les forces de soutien rapide, sont issus de la contre-insurrection. Ce sont des anciens miliciens arabes qui faisaient le sale boulot de l'État soudanais, qu'on appelait les Janjaweed, qui ont commis des massacres, des nettoyages ethniques et un génocide entre 2003 et 2006 contre des populations autres du Darfour, donc non arabes. 3 ans de guerre, de souffrance pour ces populations noires minoritaires. 3 ans d'exil insupportable pour 3 millions de civils entassés aujourd'hui dans ces camps de fortune où l'on manque de tout. Depuis 2003, les crimes de guerre se multiplient dans l'indifférence quasi générale. Des villages sont incendiés par l'aviation soudanaise. À la solde du gouvernement, les milices arabes Janjaweed arrivent après. On les accuse de meurtre, de viol et de pillage. Et cette politique de contre-insurrection, elle va de fait ethniciser les rébellions et ethniciser le caractère politique des rébellions. Parce que les rébellions, à la base, n'ont pas de caractère ethnique. Elles réclament pour des régions une meilleure intégration. Et ces milices, ces groupes, ils ont été structurés
par l'État après la guerre du Darfour. Après la guerre du Darfour, c'est jamais complètement arrêté, mais en tout cas, après la victoire militaire globale au Darfour, ces groupes ont été structurés et on a créé les forces de soutien rapide qu'on a mis sous le contrôle du général Hemeti. Les combattants d'aujourd'hui sont les enfants, les neveux, les cousins. Des fois, certains ont combattu entre 2003 et 2017, parce qu'en fait, la guerre au Darfour ne s'arrête pas en 2006. Il y a des accords de paix en 2008, il y a les accords de Djouba en 2020, mais en fait, pendant toute cette période-là, il y a toujours des combats au Darfour. Il y a des combats, des fois, entre groupes arabes, des fois entre groupes rebelles, etc. Mais cette guerre ne s'est jamais complètement arrêtée, et donc les Darfouris, les personnes du Darfour, ont vécu dans leur intimité cette guerre, et c'est depuis extrêmement longtemps. Il faut comprendre que la moitié de la population du Darfour a été déplacée avant cette nouvelle guerre qui a émergé en 2023. Et donc, les histoires individuelles ou familiales des personnes, que ce soit des combattants ou des non-combattants, sont extrêmement marquées par ce conflit au Darfour, par les violences communautaires, mais par l'histoire du déplacement, par la perte de la terre, par la prise des armes comme seule option pour pouvoir survivre aussi, parce qu'il y a aussi de nombreux combattants qui ne prennent pas les armes forcément pour des motifs idéologiques extrêmement forts, mais par soit solidarité communautaire, soit parce qu'on reçoit un salaire ou on reçoit le droit de piller et donc d'avoir des revenus pour pouvoir survivre et faire survivre le groupe familial. Et donc du côté des RSF, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'une partie des cadres, des commandants, sont eux-mêmes d'anciens combattants de la guerre du Darfour. Alors, c'est pas forcément le cas de tous les combattants jeunes, notamment parce que les RSF recrutent des gens extrêmement jeunes, à partir de 13-14 ans, dans les groupes, dans leur communauté. Mais les commandants sont issus de la guerre précédente. Et donc, c'est extrêmement fort, puisque ce sont des gens qui ont déjà commis un certain nombre de crimes, que ce soit du nettoyage ethnique, des exécutions, des viols, qui ont été promus au sein de la force des soutiens rapides, malgré cela, ou peut-être grâce à cela. Et donc, de fait, au sein de leur groupe, c'est quelque chose qui est valorisé. Cette culture de l'impunité, de la violence, voire de formes de racisme, c'est quelque chose qui est valorisé et donc qui donne à voir au sein du groupe, au sein des groupes arabes de l'Ouest, que pour avoir des formes d'ascension militaire et dans le groupe, il faut passer par la violence et il faut passer par aussi des exactions. Les deux groupes, pour remplacer leurs soldats morts, parce qu'il y a eu beaucoup de morts depuis le début du conflit, ont de plus en plus recours à des milices et à la création de milices parallèles. Cette dynamique de milicianisation et d'armement général de la population, elle a des conséquences extrêmement fortes puisqu'elle pousse la politique, y compris la politique révolutionnaire, c'est-à-dire la politisation du conflit, dans d'autres termes, dans les limbes du conflit. Il n'est plus possible aujourd'hui, au Soudan, mais également à l'extérieur du Soudan, de porter des voix discordantes, notamment des voix qui appellent à la paix, des voix qui appellent à revenir à des dynamiques issues de la révolution soudanaise. Et ça rend compliqué la possibilité même d'un accord de paix global, puisque tous ces acteurs ont des intérêts différents et vont vouloir être associés au règlement de la paix ou au règlement au moins d'un cessez-le-feu dans les années à venir, lorsque le conflit peut-être prendra fin. Il y a évidemment des acteurs internationaux qui agissent dans ce conflit, mais il faut bien comprendre, il me semble, que c'est d'abord un conflit qui oppose des Soudanais qui ont leur agenda politique, chacun, qui s'articulent à des bases sociales, à des projets politiques, alors qui ne sont pas des projets idéologiques nécessairement, mais des projets politiques de contrôle du pays, et sur lesquels viennent s'ajouter des interférences étrangères. Mais ce ne sont pas les interférences étrangères qui sont à la racine du conflit. Les interférences étrangères, elles sont de plusieurs natures. Alors, on a beaucoup parlé des Russes, mais en fait, les Russes sont assez marginaux dans ce conflit. L'acteur le plus déterminant aujourd'hui dans le conflit, ce sont les Émirats arabes unis, qui soutiennent massivement les forces de soutien rapide, avec de l'armement de grande qualité et technologique, c'est-à-dire qu'ils fournissent des drones, ils fournissent des brouilleurs satellitaires, des brouilleurs de téléphone, etc. Ils fournissent des véhicules blindés, des forces antiaériennes, et également des mercenaires qui peuvent venir de Colombie ou d'autres régions d'Afrique. Donc les Émirats arabes unis ont une importance assez
puissante aujourd'hui du côté des forces de soutien rapide. Et on est capable de montrer que l'apport dans le mois avant l'offensive d'El Fasher, il y a eu plus de 40 vols qui ont été tracés entre les Émirats arabes unis et des bases liées aux forces de soutien rapide, qui ont permis aux forces de soutien rapide d'acquérir du matériel en nombre conséquent pour pouvoir lancer l'offensive décisive sur El Fasher. Et il faut d'ailleurs dire à ce sujet que les Émiratis déploient ailleurs, notamment en Occident, des capacités de lobbying extrêmement fortes pour se dédouaner de leurs responsabilités dans la guerre. Donc on sait que aux États-Unis, les think tanks proches et financés par les Émiratis font énormément de lobbying auprès de l'administration Trump, mais également en Europe, puisqu'il y avait un vote donc cette semaine, la semaine dernière, jeudi dernier, au Parlement européen, où la première version du texte prévoyait une condamnation des Émirats arabes unis pour leur implication dans le conflit, et notamment le fait que l'Europe suspendrait les discussions commerciales et sécuritaires avec les Émirats arabes unis s'ils continuaient le soutien aux forces de soutien rapide. Or, après un travail de lobbying énorme des Émiratis, cette condamnation des Émirats a disparu du texte final et l'Europe s'en tient à une condamnation des exactions, etc., sans aller sur une condamnation plus explicite du rôle des Émirats arabes unis. Du côté de l'armée soudanaise, les soutiens sont un peu divers. Vous avez un soutien qui vient à la fois de la Turquie, pour des raisons plutôt historiques et idéologiques. C'est-à-dire que la Turquie a des liens avec l'islam politique soudanais, avec le mouvement islamique soudanais historiquement. C'est le cas également du soutien de l'Iran et du Qatar, qui sont des pays qui soutiennent l'armée d'un point de vue plutôt idéologique et historique, puisque ce sont des soutiens du régime même antérieur à la Révolution. Donc, d'une certaine manière, il y a une continuité à ce niveau-là. Et il y a un soutien aussi qui est assez important de la part de l'Égypte. L'Égypte, pour différentes raisons, puisque l'Égypte soutient l'armée soudanaise à la fois parce que c'est aussi une armée, contrairement aux forces de soutien rapide qu'ils considèrent comme étant un danger ou un facteur d'instabilité. Et aussi, l'Égypte ne veut absolument pas d'un retour du mouvement révolutionnaire ou d'une transition démocratique à leur porte qui pourrait donner des idées à sa propre population. Donc, on a cet équilibre entre, d'un côté, un soutien extrêmement fort des Émirats arabes unis du côté des forces de soutien rapide, avec des soutiens politiques aussi du côté des forces de soutien rapide de d'autres pays africains, notamment de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Kenya et du Tchad, mais qui n'apportent pas un soutien matériel ou financier aux forces de soutien rapide. Et de l'autre côté, des soutiens un peu moins puissants ou un peu moins forts, on va dire, en termes d'ampleur du côté de l'armée, mais qui permettent à cette guerre de se maintenir en équilibre. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de soutien suffisant pour remporter la victoire, mais par contre, ça permet aux acteurs de se maintenir dans la guerre, de continuer la guerre avec une violence, avec des armements qui permettent une violence et une brutalité extrêmement forte.